Samuel Adzon Ranarvel précise « La répartition des fauteuils ministériels ne fait pas partie des sujets débattus au sommet d'Ivatu. À part ces déclarations, aucune information officielle n'a filtré du centre de conférence. » Les États-Unis sont prêts à aider le nouveau Premier ministre. Déclaration faite par l'ambassadeur des États-Unis à Madagascar ce jour à Mazoarive lors d'une visite de courtoisie au nouveau Premier ministre Jean Ravelnariv. Et en Argentine, les conjectures se multiplient sur la mort du procureur Nisman. Il avait demandé le 14 janvier à un juge l'ouverture d'une enquête contre la présidente argentine Cristina Kirchner et Héctor Timerman pour entrave à l'enquête sur l'attentat de Lamia qui a causé la mort de 85 personnes et devait s'en expliquer lundi devant le Congrès. Il soupçonnait le gouvernement d'avoir ménagé l'Iran pour préserver des contrats commerciaux. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. Samuel Adzon Ranarvel précise « La répartition des fauteuils ministériels ne fait pas partie des sujets débattus au sommet d'Ivatu. » À part ces déclarations, aucune information officielle n'a filtré du centre de conférence. Et puis depuis le lancement du processus de réconciliation nationale, nous sommes actuellement à la 5e table ronde des 5 chefs d'État. Reportage. La mise en œuvre du processus de réconciliation nationale reste floue. Aucune action tangible n'a été perçue à ce jour, malgré les 5 réunions à huis clos organisées par le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar. Les idées divergent. Le FFKM affirme que le processus de réconciliation nationale n'est qu'à son début. Le président Adzon Armapian, lui, lance que les débats entre les protagonistes avancent. Ce qui est sûr, le courant passe entre le locataire d'Ambutsruich et l'ancien président Ravalmanen. À part leurs faits et gestes, on ignore ce qui se passe entre les murs de l'hôtel 5 étoiles d'Ivatu. Les observateurs estiment que des deals ont été signés à l'issue des réunions à huis clos. Depuis décembre, le sommet à 5 coïncide avec des événements politiques marquants. Quelques jours après la première table ronde, l'ancien président Ravalmanen est retourné à son domicile à Faravouich. Quant aux autres réunions, elles concordent avec la démission du Premier ministre Koul Roger, la nomination du Premier ministre Jean Ravelnariv et la formation du nouveau gouvernement. Face aux différentes spéculations véhiculées ces derniers jours, Samuel Adzon Ranarvel, président du FFKM, précise que la répartition des fauteuils ministériels n'a pas fait partie des sujets de débat. La réunion de ce jour a pour objectif d'élaborer une feuille de route. Les descentes du FFM sur le terrain sont déjà en cours. Le groupe d'Imbudvoun augmente la pression. La décision du Conseil d'État est partiale d'après la formation politique MAPAR ce jour. La présidence de la République se serait ingérée dans l'affaire. Henri Rabarnzak, secrétaire général de la présidence, a pris en main la défense des députés dissidents du MAPAR. L'avis de la Haute Cour constitutionnelle est très attendu. Le Conseil d'État se déclare incompétent pour statuer sur la requête du groupe d'Imbudvoun. La balle est ainsi lancée à la Haute Cour constitutionnelle. Depuis, cette institution n'a fait état d'aucune réaction. Son mutisme étant plus d'un. Les articles 54 et 72 de la Constitution sont de nouveau remis sur le tapis politique. L'indépendance de la HCC est mise en doute. D'autres sources prétendent l'existence d'une pression de l'exécutif afin de faire pencher la balance en sa faveur. Herman Narazafmaïf, conseiller du bureau politique de la formation politique MAPAR, confirme cette ingérence du régime. Henri Rabarnzak, en sa qualité de secrétaire général de la présidence, a pris la défense des députés dissidents du MAPAR, un acte jugé d'ingérence dans les affaires internes d'une formation politique, selon Herman Narazafmaïf. Les députés dissidents MAPAR 2 et 3 de leur côté soulignent qu'ils n'ont pas peur d'une éventuelle déchéance.
D'après Tunjaraza, le changement des membres du bureau politique du MAPAR n'est pas conforme au règlement intérieur du parti. Une assemblée générale aurait dû se tenir, histoire à suivre. Les États-Unis sont prêts à aider le nouveau Premier ministre. Déclaration faite par l'ambassadeur des États-Unis à Madagascar ce jour à Mazou-Arrive lors d'une visite de courtoisie au nouveau Premier ministre Jean Ravelnariv. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et Madagascar sont revenues à la normale. À part les ambassadeurs des États-Unis, de l'Indonésie et aussi de Maurice, le représentant de l'Union européenne à Madagascar a également effectué une visite de courtoisie à Mazou-Arrive ce jour. La coopération entre Madagascar et l'Union européenne va donc se poursuivre. L'excellence des relations historiques et fraternelles entre Madagascar et l'Union européenne a été le sujet de sa rencontre avec le nouveau Premier ministre Jean Ravelnariv. Écoutez les explications. L'engagement aussi de Madagascar, c'était de continuer avec un processus de réforme, processus de mesures pour garantir, pour renforcer la stabilité, la bonne gouvernance, les institutions, la bonne gestion des ressources. Et comme j'ai pu informer Monsieur le Premier ministre, on va continuer à travailler dans le même esprit, de partenariat, de soutien, un soutien mutuel, de travail avec un esprit d'amitié et de confiance. Les États-Unis soutiennent les efforts menés par le gouvernement malagasy dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population. 7% de nos exportations sont écoulées sur le marché de la SADC. Le marché est encore très vaste. Le problème d'accès aux investissements reste une faille pour les opérateurs locaux. Leur volume de production, moins important que la demande, ne les rend pas compétitifs. À Madagascar, 40% des sociétés exportatrices se focalisent dans le textile en raison de la lourdeur donc des procédures de création de nouvelles entreprises. Aucune industrie locale ne peut satisfaire les demandes du marché régional de la SADC, d'où le déficit de la balance commerciale du pays. Les explications. Madagascar est déjà inclus dans la zone de libre-échange de la SADC depuis 2008. Donc aujourd'hui, les échanges, les importations et les exportations de Madagascar vers les pays de la SADC est libre. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est le rôle de l'ITBM aujourd'hui d'essayer de dynamiser ce marché, d'identifier en fait, de renforcer les échanges entre Madagascar et les pays de la SADC et de dynamiser les secteurs qui pourraient créer encore plus de valeur ajoutée vers les pays de la SADC. Et on passe à un autre sujet. 4 habitations au-dessus du tunnel Imbandi seront démolies dans les prochains jours. Cette mesure est prise afin de prévenir tout risque d'éboulement. Par contre, tout risque d'effondrement du tunnel est à écarter, rassurent les techniciens descendus sur terrain ce jour. Olivier Chignal. L'escalier reliant Bouzatov et Imbandi n'est plus praticable. Un éboulement endommagé barrait les marches. Les riverains doivent emprunter ces sentiers de fortune pour rejoindre leur domicile. À chaque traversée, ils sont exposés au danger, mais préfèrent prendre la piste. Les riverains semblent ne pas prendre conscience du danger d'éboulement. Rakoto Arsan, habitant du quartier, pointe du doigt la construction d'un immeuble de 5 étages. D'après lui, les va-et-vient des camions transportant les matériels de construction sont à l'origine de la fissure du tunnel. La démolition de 4 habitations est prévue dans les prochains jours. Cette mesure est prise afin d'éviter de nouveaux risques de dégâts. Les propriétaires des maisons concernées par la démolition se sont déjà entretenus avec le directeur du cabinet du ministère des Travaux publics. Le ministère déclare ne plus revenir sur sa décision. La démolition s'effectue dans les prochains jours. Des experts sont descendus sur place afin de voir de visu la situation. Si l'effondrement du tunnel n'est pas à craindre, une menace d'éboulement crée de la psychose. Dans un communiqué, l'ambassade de France interdit l'accès du tunnel à ses ressortissants. Et voilà, on passe aux actualités internationales.
3 jours après la mort surprenante du procureur Alberto Nisman, chargé de l'enquête sur l'attentat contre la mutuelle juive Amiya en 1994. Et les spéculations allaient bon train et la thèse du suicide à laquelle a conclu l'autopsie laissait nombre d'Argentins perplexes. La communauté juive s'est rassemblée hier en fin d'après-midi à Buenos Aires devant le bâtiment de l'Amiya pour réclamer justice. Ils considèrent Alberto Nisman comme la 86e victime de la tragédie. D'après la police fédérale, ils étaient 2000. France 24. La communauté juive de Buenos Aires demande justice. 2000 personnes étaient réunies sur le site qui a été frappé par un attentat il y a 20 ans. Toutes espèrent que le procureur Nisman n'est pas la 86e victime de l'attaque contre la mutuelle juive Amiya. Sa mort porte un grave coup à l'enquête. Cependant, et malgré cela, dans ces moments difficiles, nous voulons affirmer aussi fortement que possible que nous ne laisserons pas la mort du procureur Nisman être aussi la mort de l'affaire Amiya. La veille, l'enquête sur la mort d'Alberto Nisman a connu un nouveau rebondissement. Un 3e accès menant à l'appartement du procureur a été découvert. Contrairement aux autres entrées, il n'était pas verrouillé de l'intérieur. Selon la version officielle, Alberto Nisman se serait tiré une balle dans la tête, mais aucun résidu de poudre n'a été retrouvé sur ses mains. De quoi alimenter les rumeurs sur un meurtre maquillé. Nisman devait dévoiler au Parlement des documents à charge contre Cristina Kirchner le lendemain de sa mort. Il accusait la présidente argentine, entre autres, de couvrir l'Iran, suspecté d'être à l'origine de l'attaque contre le centre juif, afin de préserver les relations commerciales entre les deux pays. Des accusations fermement démenties par le gouvernement. Quand nous avons découvert qu'une réunion allait se tenir au Congrès lundi, j'ai tout de suite dit que les membres du Congrès allaient être surpris par ces accusations, parce qu'il n'y a rien, c'est vide, ça n'a aucun sens. La présidente a affirmé qu'elle soutenait entièrement l'enquête. Mais l'affaire n'a pas fini de faire couler de l'encre. La nouvelle procureure en charge du dossier a dévoilé mercredi les documents que son prédécesseur n'avait pas eu le temps de présenter. Ce jeudi matin, 13 civils ont trouvé la mort après qu'un trolleybus a été touché par un obus à Donetsk dans la plus sanglante attaque contre les civils depuis la signature des accords de paix de Minsk en septembre dernier. Après une relative accalmie depuis la trêve conclue le 9 décembre, l'Est séparatiste pro-russe de l'Ukraine a renoué avec les violences meurtrières à la fin de la semaine dernière. Les efforts pour relancer le processus de paix sont dans l'impasse. C'est toujours un reportage de France 24. Des rebelles pro-russes alertés par le tir d'un obus. Ils découvrent ce trolleybus complètement détruit et des corps sans vie. On compte une dizaine de blessés, des voitures calcinées et les vitrines des magasins soufflées. Devant l'arrêt de bus, les familles tentent de retrouver leurs proches. On m'a appelé pour me dire que ma femme était morte. Mais je n'ai pas vu ce qu'il s'est passé. Quand je suis venu ici, j'ai vu qu'ils l'avaient mise dans une voiture. Jusqu'ici, le quartier de Lénine, au sud de Donetsk, avait été relativement épargné par les combats. Dans ce fief rebelle, beaucoup accusent l'armée ukrainienne. Mais à Kiev, le Premier ministre leur renvoie la balle. Les terroristes russes ont commis un acte affreux contre l'humanité. Et la Fédération de Russie en porte la responsabilité. Un peu plus au nord, voici ce qu'il reste de l'aéroport de Donetsk. Les deux camps se battent pour ce lieu stratégique depuis plus de 9 mois. Mais les forces gouvernementales se seraient maintenant retirées du nouveau terminal. Et pour cause, il est devenu impossible de s'abriter. Selon les observateurs internationaux, la crise dans l'est de l'Ukraine ne cesse de s'aggraver. Depuis le mois de mai, plus de 5000 personnes auraient été tuées. Et c'est l'heure du rappel des grands points développés dans ce journal. La répartition des fauteuils ministériels ne fait pas partie des sujets débattus au sommet d'Ivat. À part cette déclaration, aucune information officielle n'a filtré du centre de conférence. Depuis le lancement du processus de réconciliation nationale, nous sommes actuellement à la 5e table ronde des 5 chefs d'État. Le groupe d'Amboudvoun augmente la
pression, la décision du Conseil d'État est partiale. D'après la formation politique Mapar ce jour, la présidence de la République se serait ingérée dans l'affaire. Henri Rabarnzak, secrétaire général de la présidence, a pris en main la défense des députés dissidents du Mapar. Et enfin, les 4 habitations au-dessus du tunnel d'Imbandi seront démolies dans les prochains jours. Cette mesure est prise afin de prévenir tout risque d'éboulement. Par contre, tout risque d'effondrement du tunnel est à écarter, rassurent les techniciens qui sont descendus sur terrain ce jour. Et puis voilà, dans un instant, juste après ce journal, Ermanan Razafmayev, conseiller au niveau du bureau politique de l'entité Mapar, sera donc notre invité dans une édition spéciale, puis suivra la série Perception ainsi que des films The Great Debaters et X-Men Origins Wolverine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous. Vous pouvez voir dans son intégralité ce journal sur notre site tv.cool.mg. Passez une excellente soirée sur Cool TV. À demain.